L'explosion qui avait rasé une installation de recherche navale classifiée aurait dû tuer l'amiral des forces de spéciales. À la place, il était arrivé au centre de traumatologie dans un état d'immobilité absolue. Aucune réaction, aucun mouvement. Un scanner cérébral qui avait poussé les médecins seniors à baisser la voix et à éviter le regard de sa famille. Le diagnostic était tombé, rapide et sans appel, traumatisme crânien grave, inconscience potentiellement permanente. Personne n'avait prêté attention à la nouvelle infirmière qui avait pris le service de nuit. Celle au chignon auburn serré et aux yeux verts tranquilles qui ne cessait jamais tentait jamais de se déplacer. Elle mettait les dossiers à jour, elle ajustait les perfusions. Elle faisait exactement ce qu'une infirmière est censée faire. Mais elle ne regardait pas ses moniteurs comme une infirmière les regarde. Elle les lisait comme un enquêteur lit une scène de crime. Parce que enfoui dans ces chiffres, dans ce rythme légèrement trop contrôlé, dans ces niveaux d'oxygène qui chutaient à des moments précisément inadaptés, dans cette fréquence cardiaque qui montait puis redescendait avec une précision qu'aucun cerveau endommagé ne pouvait produire, se cachait un message. Un message que seule une personne entraînée à trouver des vérités dissimulées en pleine lumière aurait pu saisir. L'amiral n'était pas perdu, il écoutait. Et l'homme en costume onéreux qui se présentait chaque jour muni de ses accréditations du Pentagone commençait à manquer de patience. Si vous avez déjà cru que la personne la plus silencieuse dans une pièce est parfois la plus dangereuse, laissez un commentaire maintenant et dites-nous depuis quel coin du monde vous nous écoutez. Abonnez-vous, mettez la cloche parce que ce qui va se produire dans ce centre de traumatologie au cours des 48 prochaines heures, ce n'est pas de la médecine, c'est un piège. Et une seule personne dans ce bâtiment sait de quel côté elle se trouve. L'explosion au Calderon Naval Research Facility avait été classifiée avant même que la fumée se soit dissipée. Au moment où l'ambulance atteignit le Breakwood Trauma Center, 3 véhicules gouvernementaux étaient déjà positionnés dans le parking souterrain et les 2 hommes qui attendaient en près du sas d'entrée des ambulances portaient le genre d'accréditation qui font reculer la sécurité hospitalière sans qu'on pose la moindre question. Avery Callahan était 40 minutes dans son service de nuit quand les portes de la salle de traumatologie s'ouvrirent brusquement et que le brancard passa le seuil en roulant. Elle ne bougea pas vers lui. Elle observa. C'était la chose que les gens n'avaient jamais comprise chez elle. Pas sa supérieure qui appelait ça du détachement. Pas ses collègues qui appelaient ça de la froideur. La façon dont Avery restait en retrait dans les premières secondes de toute arrivée n'était pas de la distance. C'était une mise en ordre. Le cerveau qui cataloguait avant que les mains ne s'engagent. Elle avait passé 9 ans à faire exactement cela dans des pièces qui ne ressemblaient en rien à des couloirs d'hôpital. Les ambulanciers égrenèrent leurs rapports en voix superposées. Blessure par explosion, homme 52 ans, estimé, identité militaire confirmée, retrouvé sans connaissance à environ 3,60 m du point d'origine, score de Glasgow à 3 sur les lieux et maintenu pendant le transport. Un score de Glasgow à 3 représentait le niveau le plus bas de l'échelle. Aucune ouverture des yeux, aucune réponse verbale, aucun mouvement moteur d'aucune sorte. Aucune victime secondaire, ajouta le médecin urgentiste en chef. Il était seul dans l'aile restreinte. Avery rangea ce détail sans laisser paraître quoi que ce soit. L'homme sur le brancard était imposant. Non pas de cette façon molle et accumulée qui vient avec l'âge moyen, mais d'une manière structurée et disciplinée, celle d'un corps entretenu comme un équipement. Large d'épaules, épais à l'avant-bras, mâchoire serrée même dans l'inconscience. Même allongé sur le dos, l'oxygène traversant son visage, un collier cervical maintenant son cou. Il n'avait pas l'air d'un homme qu'on avait mis à terre. Il ressemblait à un homme qui avait choisi de s'allonger. Ce fut ses mains qu'elle remarqua en premier. La plupart des patients arrivés, les doigts se recroquevillaient. C'était la posture naturelle d'un corps qui abandonne sa tension, les muscles lâchant prise sur le monde. Les mains de cet homme reposaient en troc parfaitement à plat contre le matelas, paume vers le bas, doigts étendus, l'immobilité délibérée de quelqu'un qui l'avait pratiqué. Elle nota cette observation en elle-même et ne dit rien à voix haute. Le docteur Nathan Graves arriva depuis le bout du couloir à une allure juste assez rapide pour paraître urgente. C'était le genre de médecin qui avait maîtrisé la performance de la compétence sans toujours en avoir la substance. Avery avait travaillé sous ses ordres pendant 8 mois. Elle avait appris lesquelles de ses affirmations confiantes étaient ingénuines et lesquelles étaient proférées à voix haute pour empêcher la salle de poser des questions de suivi. « Amiral des forces spéciales confirmé », dit Graves en prenant le dossier à l'ambulancier. Il le parcourut comme un homme qui survole quelque chose qu'il a l'intention de résumer plutôt que de comprendre. Exposition à l'explosion, schéma de blessure bilatérale.
appeler la neurologie et écarter d'abord l'hémorragie interne. Il rendit le dossier sans l'avoir terminé. Avery se déplaça vers le côté gauche du brancard et commença à vérifier le placement de la perfusion posée sur le terrain. L'aiguille était bien en place. Le liquide coulait proprement. Elle garda ses mains en mouvement pour que ses yeux aient une raison de rester près du moniteur. La saturation en oxygène affichait 94%. Elle l'observa pendant 30 secondes. 94, 94, pas 93, pas 95, pas le schéma de fluctuation irrégulier d'un cerveau sous stress traumatique aigu. Un chiffre fixe, immuable, tenu avec la précision mécanique de quelque chose contrôlé de l'intérieur. Les traumatismes cérébraux n'étaient pas précis. Ils étaient en chaotique. Ils provoquèrent des lectures qui sautaient, chutaient et se corrigeaient sans logique. Un corps qui se bat contre lui-même. Un système nerveux en court-circuit. Des chiffres qui racontent l'histoire d'un organisme sous assaut. Ce moniteur racontait une toute autre histoire. Elle se pencha sous prétexte d'ajuster sa canule nasale, suffisamment proche pour capter tout changement dans son schéma respiratoire, suffisamment proche pour ressentir toute tension dans les muscles le long de son cou. Elle ne dit rien. Elle attendit simplement 3 secondes pleines après que sa main eut effleuré son épaule. La lecture ne changea pas. 94, stable, contrôlé, trop contrôlé. Elle recula et laissa Graves diriger la salle. Il construisait déjà le tableau clinique qui servait le récit le plus commode. Blessures mécaniques par explosion, dommages cérébraux structurels, le genre de dommages qui expliquait l'inconscience sans inviter à un examen plus approfondi. Il commanda une échographie portable, il demanda un scanner, il parla avec l'autorité d'un homme qui avait décidé du diagnostic avant que les résultats n'arrivent. Avery ramassa les notes de transport papier arrivées avec le brancard et les parcourut lentement. L'explosion s'était produite à 23h18 à l'intérieur d'une aile de recherche restreinte de l'installation de Calderon. L'amiral avait été retrouvé seul. Aucune victime secondaire, aucun témoin, aucune explication pour l'instant sur ce qu'un amiral des forces spéciales faisait dans une aile de laboratoire classifiée au milieu de la nuit. Seul. Ce mot s'appuya contre elle avec le poids de quelque chose qui ne cadrait pas. Elle replia la feuille de transport sous la graffe du dossier et leva les yeux. L'homme en costume était déjà debout derrière la cloison vitrée séparant la salle de traumatologie du couloir. Il ne s'était pas annoncé. Il n'avait pas enregistré son arrivée au poste infirmier. Il était simplement là, de la façon dont certaines personnes apprennent à être présentes sans laisser de traces. Son badge d'accréditation était d'émission Pentagone. Elle pouvait lire l'identifiant du département à 4 mètres de distance. Son nom, elle le vérifierait plus tard. Ce qui importait pour l'instant, c'était la manière dont il regardait le brancard. Pas comme un proche regarde, pas comme un collègue regarde, comme un homme regarde quelque chose qu'il a besoin de garder contenu. La saturation en oxygène de l'amiral chuta de 2 points, de 94 à 92, puis elle se corrigea sans qu'une seule alarme ne se déclenche. Avery garda son expression parfaitement neutre. Elle se retourna vers son dossier et nota quelque chose concernant le débit de la perfusion. Son stylo se déplaça avec fluidité. Son écriture ne changea pas. Mais elle avait vu. 2 points en moins au moment précis où l'homme derrière la vitre était entré dans son champ de vision. Puis le retour, non pas la variation aléatoire d'un tissu endommagé, mais la réponse mesurée d'un corps qui avait enregistré quelque chose de précis. Grave compléta le passage échographique et revint l'air satisfait. Aucune hémorragie interne significative. Traumatisme crânien par explosion primaire confirmé. Je veux le scanner dans l'heure. Ensuite, on l'envoie en soins intensifs et on gère la pression intracrânienne. Y a-t-il une possibilité d'une présentation de syndrome d'enfermement ? Dit Avery. La salle ne s'arrêta pas, mais quelque chose dans la qualité de l'air se déplaça d'1 degré. Graves se tourna vers elle avec l'expression qu'il réservait au personnel qui posait des questions au-dessus de leur rang présumé. Son score de Glasgow est à 3. Il n'y a aucun mouvement ni réponse volontaire d'aucune sorte. Les patients atteints du syndrome d'enfermement ne présenteront pas non plus de mouvement volontaire, dit-elle, son ton restant égal, informatif. La présentation est identique de l'extérieur. La différence est entièrement interne. Il n'a pas le syndrome d'enfermement, dit Graves avec la finalité d'un homme qui n'avait aucun intérêt à avoir tort devant son équipe. Le scanner tranchera. C'est tout. Avery hocha la tête une fois. Elle ne dit rien de plus. Elle avait appris quelque chose bien avant de devenir infirmière. La question qui vaut le plus la peine d'être posée n'est pas celle avec laquelle on se dispute. C'est celle qui met les gens expérimentés mal à l'aise, plus longtemps que la logique ne le justifie.
Cette salle avait été mal à l'aise pendant 6 secondes entières. Elle retourna à son dossier. Les résultats du scanner revinrent 90 minutes plus tard. Contusion corticale bilatérale, lésion axonale diffuse, légère compression du tronc cérébral. Le résumé du radiologue était 3 paragraphes soigneusement rédigés de langage technique qui se traduisaient par une seule phrase une fois dépouillé. Cet homme n'était pas censé se réveiller. Grave livra le pronostic à l'administrateur de l'hôpital dans le couloir avec l'efficacité tranquille d'un homme qui avait déjà mentalement tourné la page vers le cas suivant. Avery observa depuis le poste infirmier. Elle regarda l'homme en costume recevoir l'information. Son visage ne s'effondra pas. Il se stabilisa. Ce petit mouvement contrôlé qu'un visage fait quand il reçoit des nouvelles qu'il espérait secrètement entendre. Elle se libéra du poste et retourna seule dans la salle de traumatologie, utilisant une vérification de perfusion comme prétexte pour se retrouver au chevet. La pièce était silencieuse. Le ventilateur tournait. Le moniteur maintenait sa ligne régulière. Elle se pencha et garda sa voix juste au-dessus du silence. « Monsieur, si vous m'entendez, ne réagissez pas. » La machine continua de tourner. Le moniteur tint. 4 secondes entières s'écoulèrent, puis la saturation en oxygène grimpa d'un point, de 94 à 95. Elle resta là pendant exactement 2 secondes. Puis elle redescendit, régulière, précise, choisie. Avery se redressa et fit une petite notation dans le dossier sans changer d'expression. Elle avait sa réponse. Il lui fallait maintenant comprendre ce qu'il allait lui en coûter d'agir en conséquence. L'explosion de Calderon fit les informations locales le matin et les dépêches nationales à midi. La couverture était cohérente. Un accident tragique dans une installation de recherche navale. Un amiral avec 30 ans de service décoré. Des premières indications d'un dysfonctionnement d'équipement. Les responsables demandant à préserver l'enquête. Avery lut 3 versions différentes de l'histoire sur son téléphone pendant sa pause et remarqua quelque chose qui n'aurait troublé personne qui n'y cherchait rien. Chaque compte-rendu décrivait la cause comme préliminaire et non confirmée. Mais chaque compte-rendu décrivait également l'état de l'amiral comme sans réponse et critique, avec la même certitude, comme si son pronostic avait été confirmé bien plus tôt et avec bien plus de confiance que ce que le calendrier médical réel justifiait. Quelqu'un avait communiqué cette information avant même que les résultats du scanner n'existent. Elle posa son téléphone face contre table et termina son café. L'homme en costume revint à 10h43 du matin. Son nom, elle l'avait appris dans le registre des visiteurs, était Malcolm Pierce, directeur adjoint, bureau de supervision de la recherche navale. C'était un titre qui sonnait important et n'expliquait presque rien. Elle l'avait cherché avant la fin de son service et n'avait trouvé que très peu de choses. Un petit département, une juridiction étroite, un budget qui ne correspondait pas au type d'accès et de déférence avec lequel Pierce se déplaçait dans l'hôpital. Cet écart entre le titre et le comportement était quelque chose qu'elle savait lire. Elle avait rédigé suffisamment de rapports d'enquête pour comprendre que les personnes les plus dangereuses dans n'importe quelle pièce n'étaient rarement celles aux titres les plus importants. C'étaient celles dont l'autorité réelle dépassait significativement ce que leurs papiers décrivaient. Non. Pierce alla directement dans la chambre de l'amiral sans s'arrêter au bureau. Avery le suivit à distance, planchette en main, utilisant une vérification de réconciliation médicamenteuse dans la chambre adjacente comme raison d'être dans le couloir. Elle se positionna près de la cloison vitrée, d'où elle pouvait observer le moniteur au chevet à travers le reflet dans la fenêtre d'en face. Pierce se tint près du lit et parla à voix basse, inaudible, à travers le verre. Elle n'avait pas besoin d'entendre les mots. Le moniteur lui en dit assez. La fréquence cardiaque de l'amiral grimpa de 3 battements quand Pierce se pencha. Elle tint là pendant 4 secondes. Puis elle redescendit avec la décélération régulière et contrôlée de quelqu'un qui s'était entraîné à maîtriser sa propre physiologie sous pression. Pierce se redressa et regarda autour de la pièce. Son regard passa sur la porte. Il nota la position de la caméra dans le coin supérieur. Il fit un petit calcul mental qu'elle reconnut parce qu'elle avait fait le même calcul dans des pièces où elle n'était pas censée se trouver. Puis il s'en alla. Avery entra dans la chambre 30 secondes après que les pas de Pierce eurent résonné dans le couloir. Elle ferma la porte à moitié, ce qui n'était pas inhabituel pour une vérification de médicaments. Elle s'approcha du chevet et fit semblant d'examiner la tubulure de perfusion pendant que ses yeux parcouraient un an les lectures du moniteur. La fréquence cardiaque retournait à la ligne de base. L'oxygène stable. Le schéma respiratoire correspondant au ventilateur avec la même précision déstabilisante qu'elle avait notée la nuit précédente. Elle se pencha en avant et garda sa voix au niveau d'un souffle.
Il est si revenu. » Elle garda sa voix au niveau d'un souffle. « Il s'est tenu à votre chevet pendant 4 minutes. » Le ventilateur expira. « Votre fréquence cardiaque a augmenté quand il était prêt. Elle dit que vous l'avez contrôlé pour la faire redescendre. Ça n'arrive pas avec un score de Glasgow à 3. » Le moniteur tint à la ligne de base. « Je ne vais pas signaler ce que je pense qu'il se passe. » Elle dit « Pas encore. Mais j'ai besoin que vous compreniez que si j'ai raison, et je crois l'être, l'homme qui vient de quitter cette chambre est la raison pour laquelle vous êtes devant dans ce lit. 4 secondes. 5. Puis la saturation en oxygène de l'amiral monta de 2 points. 2 points en hausse. Un souffle retenu légèrement plus longtemps que la machine ne le requérait. Puis tout revint à la normale avec la précision tranquille d'une porte qui se ferme. Avery fit une notation dans le dossier et quitta la chambre. Dans le couloir, le docteur Graves l'attendait. Il n'attendait pas spécifiquement après elle, Juans. Il se tenait au poste infirmier à examiner les analyses du matin. Mais au moment où elle passa la porte, son attention se déplaça. Le dossier de l'amiral montre 3 vérifications de monitoring séparées enregistrées sous votre identifiant au cours des 14 dernières heures, dit Graves en gardant un ton professionnel, mais ses yeux faisaient point autre chose. Il n'est pas votre patient assigné. Je couvrais pour l'équipe de nuit, dit Avery. Il a eu une chute de saturation à 2 heures du matin qui s'est autocorrigée. Je l'ai consigné. Les chutes de saturation chez les patients avec traumatisme crânien sont normales et attendues. Celle-ci s'est autocorrigée à un rythme incompatible avec une fonction neurologique passive. Graves posa le dossier. Il se tourna vers elle complètement, de cette façon qu'il utilisait quand il voulait que la conversation soit perçue comme définitive. Callahan, ce patient, souffre d'une blessure cérébrale catastrophique confirmée. Il va être transféré en unité neurologique de long séjour dans les 72 prochaines heures. Votre rôle est de gérer ses constantes et son confort et de documenter avec précision. Ce n'est pas d'élaborer des théories. Je documente avec précision, dit-elle. Alors documentez ce que les scanners montrent, dit-il, sa voix baissant d'un registre, pas ce que vous croyez voir dans un chiffre. Il ramassa le dossier et s'en alla. Avery resta au poste et rédigea ses notes d'une main régulière. Elle avait été congédiée ainsi auparavant, dans des couloirs, dans des salles de briefing, par des hommes qui avaient plus d'autorité institutionnelle que de conscience situationnelle. C'était un congédiement particulier qui venait des gens qui avaient pu décider de la réponse et vivaient toute question comme une menace personnelle. Elle avait appris à ne pas argumenter avec ce genre de personnes. Elle avait appris à documenter à la place parce que la documentation ne nécessitait pas de permission. À 14 heures, Avery demanda l'accès au rapport d'incident de l'installation déposé par l'équipe de sécurité de Calderon. C'était un protocole standard pour les admissions traumatiques avec des mécanismes de blessure peu clairs. La demande était suffisamment routinière pour que personne ne la remette en question. Le rapport arriva par télécopie sécurisée 40 minutes plus tard. Elle le lut 2 fois. L'explosion avait pris naissance dans une salle de serveur attenante à l'aile restreinte. Non pas dans un laboratoire, non pas près d'un équipement ayant un historique documenté de dysfonctionnement. Une salle de serveur qui, selon le plan d'étage de l'installation joint au rapport, abritait une infrastructure de communication classifiée. L'amiral avait été retrouvé dans le couloir à environ 3,60 m de cette porte. Pas à l'intérieur de la pièce, à l'extérieur. Un homme qui était sorti d'une pièce contenant des équipements de communication classifiés avait avancé de 3,60 m dans le couloir et avait ensuite été rattrapé par une explosion que le rapport initial attribuait à une défaillance d'équipement dans une pièce qu'il venait de quitter. Elle resta un moment avec ça. Puis elle tourna à la page suivante du rapport. La caméra de sécurité couvrant ce couloir avait subi une défaillance à 23h09 ce soir-là, 9 minutes avant l'explosion. Elle avait repris un fonctionnement normal à 23h31, 13 minutes après la défaillance, 9 minutes avant l'événement, reprise 13 minutes après. Avery replia le rapport dans sa planchette et retourna vers la chambre de l'amiral à l'allure tranquille de quelqu'un qui effectue des rondes ordinaires. Elle avait passé 9 ans à monter des dossiers. Elle comprenait que ce qu'elle tenait n'était pas une preuve de quoi que ce soit. C'était la forme d'une chose qui avait été soigneusement arrangée. Et la personne qui l'avait arrangée se déplaçait librement dans cet hôpital avec un badge du Pentagone et l'aisance éprouvée de quelqu'un qui croyait que personne dans ce bâtiment n'était capable de lire ce qu'il avait construit. Il n'avait pas tenu compte d'elle. C'était la première erreur. Elle retourna au chevet et resta silencieuse un moment, regardant le moniteur. Elle ne parla pas. Elle posa simplement sa main sur la rambarde à côté de la sienne, suffisamment proche pour que,
S'il pouvait sentir la proximité d'une autre personne, il sache que quelqu'un était là. Les chiffres tinrent. La chambre respira autour d'eux. Elle pensa aux 9 années avant cet hôpital. Les interrogatoires conduits mis dans des pièces sans fenêtre. Les dossiers assemblés ligne par ligne à partir de fragments qui, individuellement, ne signifiaient rien. La façon dont une affaire commençait toujours, non pas par une révélation dramatique, mais par un seul petit détail qui ne s'inscrivait pas dans la version acceptée des événements. Les mains d'un homme reposant à plat alors que les mains de toute personne inconsciente se recroquevillaient. Une lecture d'oxygène satellitaire qui se corrigeait avec la précision d'un choix délibéré. Une caméra qui avait subi une panne 9 minutes avant une explosion et avait repris son fonctionnement 13 minutes après. Ce n'étaient pas des preuves, c'était des désalignements. Et elle avait passé la majeure partie de sa carrière à comprendre que les désalignements étaient pas le seul langage honnête disponible à quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de parler clairement. Elle était fluente dans ce langage. Elle regarda le dossier une dernière fois. Elle regarda le résumé du scanner agrafé à l'arrière. Elle pensa à Graves et à sa certitude, et à la façon dont la certitude dans de mauvaises mains devenait l'outil le plus efficace pour enterrer la vérité. Puis elle regarda la main de l'amiral, et tout au bord de sa main droite, si imperceptible que ça aurait pu passer complètement inaperçu, un doigt s'appuya contre le matelas pendant exactement 2 secondes. Puis ça s'arrêta. Avery ne le regarda pas directement. Elle garda les yeux sur le moniteur et fit une dernière notation dans le dossier avant de quitter la chambre. Elle avait passé 9 ans à apprendre à construire des dossiers à partir des choses que les gens croyaient passer inaperçues. Elle y était très douée. Et l'homme en costume onéreux venait de lui fournir plus de matière en 48 heures que la plupart des sujets ne lui en avaient donné en 1 mois. Elle avait besoin d'une dernière pièce, et elle savait exactement où la trouver. Le service de nuit commença avec une demande de transfert. Elle arriva par les canaux officiels en fin d'après-midi, formatée correctement, signée par Graves, avalisée par l'administrateur de l'hôpital, et rédigée avec la neutralité soigneuse d'un langage institutionnel qui avait été choisi spécifiquement pour faire sonner ce qu'il proposait comme une procédure standard. L'amiral devait être transféré vers un établissement neurologique fédéral à Annapolis. Fenêtre de transfert, 72 heures. Avery lut le mémo 2 fois. Elle nota l'horodatage de la 3e visite de Pierce dans l'après-midi. Elle nota que la demande de transfert avait été initiée 40 minutes après que Pierce avait quitté le bâtiment. La séquence n'était pas subtile, mais elle était conçue pour un public qui ne cherchait pas. Elle entra dans la réserve au début de son service et resta seule pendant 2 minutes. C'était la chose la plus proche d'un moment de tranquillité qu'elle s'était permise depuis la nuit précédente. Elle pensa au rapport de l'installation. Elle pensa au calendrier de la caméra. Elle pensa à la façon dont le visage de Pierce s'était arrangé quand Graves lui avait dit que l'amiral ne devait pas s'en sortir. Elle pensa aux 9 années de travail et à ce qu'elle avait compris à leur terme, que le moment le plus dangereux dans toute enquête n'était pas celui où les preuves étaient cachées. C'était celui où quelqu'un décidait que les preuves devaient disparaître avant de pouvoir être rassemblées. Elle était à l'intérieur de ce moment maintenant. Elle retourna sur le plateau et fit ses rondes avec la même efficacité tranquille qu'elle apportait à chaque service. Elle vérifia les constantes de 4 patients. Elle mit à jour 2 registres de médicaments. Elle répondit à un appel dans la chambre 7 et passa 3 minutes à ajuster la couverture d'un homme âgé et à l'écouter lui parler d'une partie de pêche de 1987. Elle fit tout cela et elle réfléchit à chaque étape de ce qui venait ensuite. À 21h14, Pierce revint. Il arriva seul, comme toujours. Il s'enregistra au poste de sécurité plutôt que de le contourner, ce qui lui apprit quelque chose. Il performait la visibilité maintenant, créant une trace bénigne documentée pour précéder ce qu'il avait l'intention de faire au chevet. Avery était déjà à l'intérieur de la chambre quand il arriva. Elle ajustait les paramètres de débit du ventilateur, ce qui lui donnait une raison légitime d'être à la machine plutôt qu'au dossier. Son dos était partiellement tourné. Ses mouvements restaient de routinier. Pierce marqua une pause à la porte quand il la vit. « Je vérifie le calibrage du ventilateur », dit-elle sans se retourner. Le technicien respiratoire de nuit a signalé une variance de débit. Ce devrait être terminé dans 2 minutes. Il entra dans la chambre et se tint près de la fenêtre. Il attendit. Elle prit son temps. Elle était consciente de sa position exacte tout au long. Au moment où elle recula du ventilateur, elle se déplaça vers le côté proche du lit et fit mine de vérifier la poche de perfusion pendant qu'elle se positionnait entre la caméra au chevet et l'écran du moniteur.
Elle avait fait la même chose la nuit précédente, ajustant le boîtier de la caméra de 3 degrés sous prétexte de nettoyer le support. Le réglage était suffisamment petit pour que la maintenance ne le remarque pas, mais il donnait maintenant à l'objectif une vue partielle du chevet qu'il n'avait pas auparavant. Elle termina sa vérification et rassembla sa planchette. « C'est à vous, dit-elle à Pierce. Elle sortit. Elle n'alla pas loin. L'alcôve de fourniture, à 2 chambres de là, offrait une ligne de vue étroite à travers le verre du couloir, si l'on se positionnait au bon angle. Elle se plaça à cet angle et observa Pierce approcher du lit. Il se pencha. Il parla. Elle ne pouvait pas l'entendre à cette distance. Elle regarda le moniteur à la place, le lisant à travers 2 couches de verre, de la même façon qu'elle avait appris à lire des documents à travers des reflets. La fréquence cardiaque de l'amiral grimpa de 4 battements. Pierce parla à nouveau, 6 battements tenus, contrôlés vers le bas. Elle nota l'heure, elle nota la durée. Puis Pierce se redressa et fit quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Il regarda directement la caméra. Non pas un regard en biais, un regard délibéré. Il examina le boîtier. Il nota l'angle. Et quelque chose dans son expression se déplaça avec la précision tranquille d'un calcul en cours d'achèvement. Il quitta la chambre sans se retourner. Avery attendit que ses pas aient quitté le couloir. Puis elle entra. Elle alla directement au chevet et se positionna près de lui. Elle parla au niveau qu'elle utilisait quand elle avait besoin que les mots portent sans voyager. Il a regardé la caméra. Elle dit qu'il connaît l'angle. Quoi qu'il vous ait dit ce soir, il l'a dit parce qu'il croyait que ça n'était pas capturé. Le ventilateur tourna. J'ai ajusté le support la nuit dernière. Elle dit. 12 degrés. Il ne le sait pas. Elle fit une pause. J'ai besoin de confirmer ce que je sais avant sa prochaine visite. Elle dit. Si vous pouvez me comprendre, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très petit. Rien qui n'apparaisse sur le moniteur. J'ai besoin que vous appuyiez votre index droit contre le matelas 2 fois. La chambre tint son silence. 7 secondes s'écoulèrent. Puis son index droit s'appuya. Une fois, une pause de 2 temps, 2 fois, net, délibéré. Un signal donné par quelqu'un qui comprenait exactement comment en donner un. La poitrine d'Avery ne gonfla pas de triomphe. Elle se contracta sous le poids de ce qui venait de devenir réel. Elle avait soupçonné. Elle avait lu les preuves soigneusement. Elle avait construit la logique pièce par pièce au cours de 36 heures d'observation tranquille. Mais il restait encore une distance entre soupçonner et savoir. Cette distance venait de se refermer. Elle posa sa main légèrement sur la rambarde près de la sienne et garda sa voix totalement stable. « J'ai le rapport de l'installation, dit-elle. La défaillance de la caméra, la localisation de la salle de serveur, la chronologie de la demande de transfert. » Elle fit une pause. « J'en ai assez pour déposer une demande de révision secondaire fédérale avant qu'il ne vous transfère. Si je le fais, ça déclenche un blocage obligatoire. Le transfert ne peut pas avoir lieu. » Elle regarda son visage. Aucun mouvement. Aucune réponse visible. « Si je dépose cette révision, Pierce saura que c'est moi, dit-elle, et j'ai besoin que vous compreniez ce que ça signifie. Mon nom fera surface. Mon histoire fera surface. Tout ce que j'ai passé 3 ans à garder silencieux sera sur la table. » La machine tint son rythme pendant un long moment. « Je vous demande si ça en vaut la peine, dit-elle tranquillement. Pas pour moi de décider, pour vous. Silence. » Puis la saturation en oxygène grimpa de 2 points, tint et redescendit. Avery resta au chevet un moment de plus. Elle ne parla pas à nouveau. Il n'y avait plus rien à dire entre 2 personnes qui comprenaient Proutin dans le coup d'une décision et l'avaient emprise quand même. Elle marcha jusqu'au poste infirmier, s'assit et ouvrit le portail fédéral de signalement d'anomalies médicales. Elle l'avait utilisé une fois auparavant, dans une autre vie, sous un autre nom. Ses doigts restèrent au-dessus du clavier un moment. Elle pensa à ce que le dépôt de ce rapport allait mettre en mouvement. Une notification au conseil de révision obligatoire. Un blocage de 24 heures sur tout transfert. Un signal dans le système qui atteindrait les bureaux de 3 agences fédérales séparées avant le matin. Le genre de friction procédurale qui ne pouvait pas être silencieusement supprimé par un homme avec un badge du Pentagone et une expression rodée. Elle pensa aussi à ce que ça lui coûterait spécifiquement. Elle était venue au Breakwood Trauma Center 3 ans auparavant avec un dossier vierge qu'elle avait soigneusement construit, un diplôme d'infirmière obtenu légitimement, des références genuines, une histoire exacte dans chaque détail sauf la décennie omise. Elle ne se cachait pas de quelqu'un en particulier. Elle se cachait de la version d'elle-même que 9 ans de travail d'enquête fédérale avaient recréée, celle qui voyait la tromperie dans des constantes stables, celle qui lisait les rapports d'installation à la recherche de lacunes dans la chronologie des caméras,
celle qui était actuellement assise à un poste infirmier à 22h47, sur le point de déposer un rapport qui allait tirer au moins 2 agences gouvernementales dans un hôpital civil. Elle y pensa exactement aussi longtemps que ça le méritait. Puis elle commença à taper. Le rapport était factuel et spécifique et entièrement dépourvu d'accusations. Elle documenta les anomalies de saturation et leurs horodatage. Elle documenta l'incohérence entre les résultats du scanner et les schémas de réponse physiologique qu'elle avait observés au cours de 36 heures de monitoring. Elle cita le diagnostic différentiel du syndrome d'enfermement que Graves avait écarté sans évaluation formelle. Elle demanda une évaluation neurologique secondaire par un spécialiste médical militaire avant tout transfert autorisé. Elle ne mentionna pas Pierce. Elle ne mentionna pas le rapport d'installation. Elle ne mentionna pas la chronologie de la caméra, ni la salle de serveur, ni la séquence d'événements qui s'était assemblée dans son esprit en quelque chose de prémédité et délibéré. Elle ne rapporta que ce que les moniteurs lui avaient montré, parce que les moniteurs ne faisaient pas d'éditoriaux. Ils ne portaient même pas d'agenda. Ils enregistraient simplement ce qui était vrai. Et ce qui était vrai suffisait à exiger une réponse de quelqu'un ayant l'autorité pour en exiger une. Elle soumit le rapport à 22h59. Elle se déconnecta, rassembla sa planchette et retourna dans le couloir vers la chambre de l'amiral pour la dernière vérification de la nuit. Elle se tint à l'intérieur de la porte un moment. Le ventilateur respira, le moniteur tint sa ligne. Je l'ai déposé. Elle se tint à l'intérieur de la porte et laissa les mots s'installer. La chambre était immobile. 72 heures, dit-elle. Peut-être moins. Elle regarda son visage. Le calme composé de lui, la façon dont une personne paraît quand elle va décider d'endurer quelque chose complètement plutôt que de le combattre incomplètement. Elle avait porté cette expression elle-même plus d'une fois. « Quoi que vous ayez appris en sortant de cette salle de serveur, dit-elle, j'espère que ça vaut ce que ça va nous coûter à tous les deux. » Elle se retourna pour partir. Derrière elle, la saturation en oxygène sur le moniteur monta de 2 points, s'y maintint pendant 3 longues secondes, puis redescendit sur sa ligne soigneuse et contrôlée. C'était la chose la plus proche d'une promesse que l'un ou l'autre d'entre eux était en mesure de faire. Et dans la chambre du bout du couloir, derrière une porte fermée, l'amiral des forces spéciales restait parfaitement immobile dans le silence étudié d'un homme qui venait de confier à quelqu'un la clé d'une porte qu'il ne pouvait pas ouvrir lui-même. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'était plus seul dans ce lit. Et l'homme qui croyait avoir déjà gagné allait découvrir que la personne la plus silencieuse du bâtiment le regardait depuis le moment où il était passé ses portes. La notification de révision fédérale arriva au Breakwood Trauma Center à 6h14 du matin. Elle n'arriva pas discrètement. À 6h40, l'administrateur de l'hôpital avait convoqué une réunion d'urgence du département. À 7h15, Graves se tenait dans le couloir devant la chambre de l'amiral avec l'expression particulière d'un homme qui venait d'être pris de court par quelque chose qu'il croyait avoir déjà maîtrisé. À 7h30, Malcolm Pierce était au poste infirmier, et le calme soigné qu'il avait porté à travers 3 jours de visite au chevet avait développé une fissure visible courant directement à travers le centre. Avery était déjà sur le plateau quand tout cela commença. Elle n'était pas rentrée après la fin de son service. Elle était restée dans le salon du personnel pendant 2 heures avec une tasse de café qui avait refroidi et avait réfléchi à chaque séquence de ce qui allait devenir. Puis elle avait changé de blouse, ramené ses cheveux en un chignon propre et était retournée sur le plateau comme s'il s'agissait d'un matin ordinaire. L'administrateur la trouva en premier. Son nom était Stuart Caldwell et il portait l'expression d'un homme qui gérait les crises principalement en faisant le problème de quelqu'un d'autre. Il l'arrêta dans le couloir avec les 2 mains légèrement levées, la posture de quelqu'un qui essaye de projeter du calme tout en générant le contraire. « La demande de révision fédérale, dit-il, elle venait de vos accréditations. Elle venait de mon évaluation, dit Avery. Oui, vous n'êtes pas le médecin traitant de ce cas. Le protocole de signalement d'anomalie ne requiert pas le statut de médecin traitant. Il requiert une observation clinique documentée que j'ai consignée dans le dossier sous mon identifiant pendant les 40 dernières heures. La mâchoire de Caldwell travailla une fois sans produire de mots. Ceci a déclenché un blocage obligatoire sur le transfert, dit-il. C'est le but du protocole, dit-elle. Il se pencha légèrement, sa voix baissa. Le Dr Graves estime que c'est un excès de pouvoir significatif. Avery le regarda steadily. Le Dr Graves a écarté un diagnostic différentiel du syndrome d'enfermement sans effectuer l'évaluation requise. J'ai documenté ça. Cette documentation fait maintenant partie d'une demande de révision fédérale.
S'il estime que ça constitue un excès de pouvoir, il est libre de déposer sa propre réponse au conseil de révision. Caldwell la regarda de la façon dont les administrateurs regardent les membres du personnel dont ils calculent combien il leur en coûterait de se débarrasser. « Il y aura une réunion cet après-midi, dit-il. Votre présence est requise. »« J'y serai, dit-elle. » Elle passa devant lui vers la chambre de l'amiral. Pierce était dans le couloir devant celle-ci. Il ne faisait pas semblant de regarder son téléphone. Il ne performait aucun de ces petits comportements ambiants que les gens utilisent pour paraître occupés. Il se tenait simplement près de la porte avec toute son attention dirigée vers Avery d'une manière qui ne nécessitait aucune traduction. Elle marcha vers lui sans ralentir. « Mademoiselle Callahan, dit-il, Monsieur Pierce. » Il garda sa voix basse et son expression professionnellement neutre, mais quelque chose derrière ses yeux s'était déplacé dans un registre qu'elle reconnut. Pas de la colère, pas de la menace, du calcul. La révision en temps réel d'un plan rencontrant un obstacle qu'il n'avait pas inclus. La demande de révision que vous avez déposée, Destan, dit-il, va créer des complications significatives pour une affaire fédérale très sensible. La demande de révision que j'ai déposée est un document clinique standard, dit-elle. S'il y a une affaire fédérale sensible impliquée, le conseil de révision en sera informé par les canaux appropriés. Les canaux appropriés, dit-il lentement, ont déjà été engagés. Le transfert a été arrangé par ces canaux. Le transfert a été arrangé avant qu'une évaluation neurologique secondaire ne soit complétée, dit-elle. Le conseil de révision déterminera si cette séquence était appropriée. Il la regarda un moment avec la qualité mesurée et calculatrice d'un homme qui recalcule des distances. « Vous avez été très impliqué dans les soins de ce patient pour quelqu'un qui ne lui était pas assigné, dit-il. « Je documente ce que j'observe, dit-elle. C'est le travail. » Il se déplaça légèrement sur le côté, ce qui ne bloquait pas tout à fait son chemin, mais ne le dégageait pas non plus. « Mademoiselle Callahan, permettez-moi d'être direct avec vous. Il y a des gens impliqués dans cette situation qui portent l'homme beaucoup d'autorité institutionnelle. Des gens qui voudront comprendre pourquoi une infirmière de salle avec 8 mois d'ancienneté dans cet établissement a décidé de déposer une demande de révision fédérale sur une admission classifiée. Il fit une pause. Des gens qui regarderont très attentivement qui elle est, dit-il, et d'où elle vient. Avery soutint son regard sans broncher. Ils sont les bienvenus pour regarder, dit-elle. Elle entra dans la chambre. Elle ferma la porte derrière elle et resta à l'intérieur pendant 2 secondes entières, ralentissant sa respiration sans le montrer. Puis, elle traversa jusqu'au chevet. Le moniteur de l'amiral montrait une fréquence cardiaque 7 battements au-dessus de sa ligne de base. Il avait entendu la conversation dans le couloir. Bien sûr qu'il l'avait entendue. Il vient de me dire qu'ils vont enquêter sur mon passé. Sa voix resta égale. La fréquence cardiaque tint. Il a raison, dit-elle. Ils le feront. Elle regarda le moniteur sans en détacher les yeux. J'ai travaillé 9 ans pour le service d'enquête criminelle navale. J'ai quitté dans des circonstances qui ont été officiellement décrites comme une démission volontaire. Elle n'était pas entièrement volontaire. Elle fit une pause. J'ai trouvé des preuves d'une fraude contractuelle à l'intérieur d'une division d'approvisionnement fédérale. Les preuves étaient en taux réel. Les personnes impliquées étaient le protégé. On m'a dit de laisser tomber. Elle garda sa voix égale. Je n'ai pas laissé tomber. Un long silence s'installa sur la chambre. Je n'ai pas été poursuivi. On m'a géré à la sortie. Mon dossier est vierge sur le papier. Elle fit une nouvelle pause. Mais les gens qui m'ont géré à la sortie sont toujours dans ces bureaux, et certains d'entre eux rendent compte à des gens qui partagent une très courte chaîne de communication avec un directeur adjoint à la supervision de la recherche navale. La fréquence cardiaque grimpa de 2 battements. Quand Pierce se penchera sur moi, dit-elle, il découvrira ce que je faisais autrefois, et alors il comprendra exactement ce que je sais de ce qu'il a fait. Elle regarda le visage de l'amiral. « Ça va accélérer son calendrier, dit-elle. Quoi qu'il ait prévu de faire avant l'arrivée du conseil de révision, il va essayer de le faire plus vite maintenant. » Elle se redressa. Le médecin réviseur fédéral était prévu à 14 heures. Elle avait 4 heures. Elle retourna au poste infirmier et rappela le rapport d'incident de l'installation une dernière fois. Elle en avait déjà mémorisé le contenu, mais elle le relut avec la concentration spécifique de quelqu'un qui cherche la chose qu'il n'a pas encore identifiée. Elle la trouva à la 3e lecture. C'était une seule ligne dans l'annexe du registre de sécurité. Un dossier d'accès visiteur de la veille au soir à 22h52, 16 minutes avant l'explosion. Un scan de badge à l'entrée secondaire de l'aile restreinte. Le numéro de badge était listé, le champ du nom indiqué « Accès classifié, niveau 4 ».
L'accès classifié, niveau 4, n'était pas une catégorie dans le cadre de sécurité standard des installations navales. Elle l'avait rencontré exactement une fois, dans un dossier qu'on lui avait ordonné de fermer. Sa main cessa de bouger au-dessus du clavier. Elle relut la ligne. Niveau 4. Le même niveau de classification d'une affaire remontant à 3 ans. Le même niveau attaché à des noms qu'elle n'avait jamais été autorisée à identifier formellement. Le même niveau cité comme raison de la fermeture de son enquête avant d'atteindre un grand jury. L'explosion à Caldron ne concernait pas seulement l'amiral. Quelqu'un avec un accès de niveau 4 était entré dans cette aile restreinte 16 minutes avant l'explosion. Et l'amiral s'était avancé de 3,60 m dans le couloir avant que le souffle ne le rattrape. Il n'avait pas seulement été témoin de quelque chose dans cette salle de serveur, il l'avait copié. Et quelque part que lui seul savait comment accéder, se trouvaient aisément les preuves qu'une opération classifiée de niveau 4 avait fonctionné à l'intérieur d'une installation de recherche navale d'une façon qu'au moins un amiral des forces spéciales avait jugé valoir la peine de mourir pour exposer. Pierce ne gérait pas seulement une dissimulation. Il protégeait quelque chose qui dépassait significativement son propre niveau. Elle ferma la fenêtre du rapport et resta parfaitement immobile. Puis elle prit son stylo et retourna à ses dossiers, parce que la chose la plus importante qu'elle puisse faire en ce moment était d'avoir l'air exactement d'une infirmière qui faisait de la paperasse. La réunion avec Caldwell et Graves dura 40 minutes et ne résolut rien dans aucune direction qui importait. Graves argumenta que son rapport était cliniquement non fondé et procéduralement inapproprié. Elle présenta ses observations documentées avec la patience méthodique de quelqu'un qui avait témoigné devant des commissions fédérales et comprenait que le compte-rendu de ce qui avait été dit importait bien plus que qui avait gagné la discussion dans la pièce. À la fin, le blocage du transfert tint. Le conseil de révision était confirmé pour 14 heures, et Malcolm Pierce, qui s'était assis au fond de la salle de réunion sans y avoir été invité et sans qu'on lui ait demandé de partir, l'observa depuis l'autre bout de la table avec l'expression d'un homme qui venait de terminer de calculer exactement ce qu'elle était. Le neurologue militaire arriva à 13h47. Son nom était le docteur Colin Harker. Il était grand et sans hâte, et se mouvait avec le genre de confiance institutionnelle qui venait non pas du rang, mais de l'expérience spécifique d'avoir eu raison dans des salles où se tromper coûtait des vies. Il se présenta à Avery avec une poignée de main brève et pragmatique qui ne lui apprit rien sinon qu'il était attentif. Elle lui tendit son journal d'observation documenté avant qu'il le demande. Il le parcourut sans expression, debout dans le couloir devant la chambre de l'amiral. Il le lut de la façon dont elle l'avait écrit, méthodiquement, de la couverture à la dernière page, sans sauter. Quand il eut terminé, il la regarda. « Le schéma de saturation du jour 1, dit-il. La chute de 2 points lors de l'approche du visiteur. Les eurodatages sont en annexe B, dit-elle. Je les vois. Il revint au journal. Vous avez documenté une réponse digitale volontaire la nuit 2. Index droit. 2 compressions délibérées, séparées par une pause de 2 temps. Il la regarda à nouveau. Cette fois, la qualité de l'attention était différente, moins clinique, plus directe. Vous étiez au NCIS. Ce n'était pas une question. Elle soutint son regard sans se dérober. Je suis infirmière. Vous étiez au NCIS, dit-il à nouveau, tranquillement. L'affaire de fraude aux approvisionnements Kellerman, il y a 3 ans. Il le dit de la façon dont quelqu'un énonce un fait déjà vérifié, plutôt qu'un soupçon qu'il teste. Le couloir était vide, elle le vérifia sans en avoir l'air. Docteur Harker, dit-elle, j'ai été attachée à cette enquête pendant 11 semaines comme consultante médicale légiste. Il dit, avant qu'elle soit fermée. Il fit une pause. J'ai toujours pensé que la personne qui avait déposé le mémo interne de dissidence avait plus de courage que de bon sens. Avery ne dit rien. Vous aviez raison sur les chiffres d'approvisionnement, dit-il simplement. Tous. Elle le regarda pendant un long moment. Vous êtes ici pour évaluer mon patient, dit-elle, ou pour autre chose? Les deux, dit-il. L'évaluation était réelle. La demande de révision était légitime, et je vais la mener correctement. Il garda son journal d'observation à la main. Mais on m'a également demandé de venir par quelqu'un qui cherche depuis plus longtemps que vous ne soyez impliqué dans cette situation un moyen de faire avancer les choses. Elle se figea. L'amiral est en contact, dit Harker, avec une unité de supervision fédérale opérant en dehors de la chaîne de commandement standard du NCIS. Une unité qui construit un dossier autour du programme de niveau 4 depuis 14 mois. Il observa son visage attentivement. L'explosion n'était pas une tentative d'assassinat raté. Elle attendit. C'était une extraction planifiée, dit Harker.
la sienne. Le couloir bourdonnait du bruit ambiant d'un hôpital en fonctionnement. Quelque part dans le couloir, un moniteur bipa. Une porte s'ouvrit et se ferma. « Il est au sorti de cette salle de serveur », dit Avery lentement, avec 4 téraoctets de données cryptées transférées vers un dispositif qui se trouve actuellement dans l'hôpital. Harker dit, sur sa personne. Ils ne l'ont pas trouvé parce qu'ils ont cherché du matériel de stockage externe. Il fit une pause. Ce n'est pas du matériel. Elle comprit immédiatement. Sous-cutané, dit-elle, implanté 18 mois auparavant lors d'une procédure volontaire consignée comme une réparation chirurgicale mineure de dommages causés par des fragments de souffle lors d'un déploiement précédent. Harker regarda la porte de la chambre de l'amiral. Tout ce que le niveau 4 a géré, les noms, les contrats, les comptes, la chaîne d'autorisation jusqu'au sommet, est à l'intérieur du corps de cet homme. La respiration d'Avery resta contrôlée. Elle déroula les implications dans une séquence rapide unique. Pierce savait que les données existaient. Il ne savait pas où elles étaient donc stockées. Il avait besoin que l'amiral soit transféré dans un établissement fédéral, non pas pour des soins neurologiques, mais pour le faire fouiller dans des conditions contrôlées par des gens équipés pour trouver un dispositif implanté. Le coma n'était pas seulement une couverture. C'était la seule chose qui maintenait l'amiral en vie assez longtemps pour que l'unité de supervision puisse agir. « De quoi l'unité a-t-elle besoin » demanda-t-elle. « De temps, dit Harker. 8 heures. Un juge fédéral est mis au courant ce matin même. Un mandat scellé pour l'arrestation de 3 individus liés au programme de niveau 4. » Il la regarda steadily. L'un de ces individus se trouve actuellement dans ce bâtiment. Elle ne demanda pas lequel, elle le savait déjà. L'évaluation du conseil de révision, dit-elle, vous allez confirmer le syndrome d'enfermement. Je vais confirmer une présentation clinique compatible avec une conscience préservée dans le contexte d'un déficit moteur sévère lié à l'explosion par souffle, dit-il. Ce qui est exact, ce qui place un blocage automatique de 96 heures sur tout transfert en attente d'une révision spécialisée. Il fit une pause, ce qui donne au juge fédéral le temps dont elle a besoin pour signer. Avery regarda la porte de la chambre de l'amiral. « Il savait tout ça quand je suis entré le premier soir, dit-elle. Il espérait que quelqu'un entrerait qui pourrait tenir la ligne sans qu'on lui explique pourquoi. » Harker dit qu'il n'avait aucun moyen de communiquer la situation complète. Il ne pouvait que répondre. Il devait faire confiance au fait que celui qui remarquerait resterait sur la bonne voie assez longtemps pour que l'unité le rejoigne. Elle pensa à la première nuit, les mains allongées à plat, la lecture du moniteur trop contrôlée, le moment où elle s'était penchée près de lui et lui avait demandé de ne pas réagir, et le frémissement unique et délibéré du rythme cardiaque qui lui avait dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir pour continuer. Il ne savait pas qui elle était. Il avait simplement fait confiance au fait que la bonne personne verrait la bonne chose. Elle ressentit quelque chose qui n'était pas du sentiment, mais en était adjacent, se posait quelque part dans sa poitrine. « J'ai besoin d'entrer, dit-elle. » Harker acquiesça. « Je vais conduire l'évaluation formelle dans 40 minutes. J'ai besoin de vous dans la pièce. » Elle entra. Le moniteur de l'amiral était tout stable, son visage était immobile. Le ventilateur respirait. Elle se tint au chevet et ne parla pas un moment. Elle se pencha. « Le docteur Harker est là. » La fréquence cardiaque grimpa de 2 battements. « Il m'a parlé de l'unité, dit-elle, et de ce que vous portez. » La fréquence cardiaque tint. « Vous devez savoir, dit-elle, que j'ai failli ne pas déposer la révision. Je me suis tenu au-dessus de ce portail pendant 40 secondes à penser à tout ce que ça allait me coûter. » Elle fit une pause. « Puis j'ai pensé à l'affaire qu'on m'a ordonné de fermer il y a 3 ans. Et j'ai pensé au fait que vous êtes dans ce lit parce que vous avez refusé de fermer la vôtre. » Le ventilateur expira. « J'ai fait ça de travers, dit-elle. Ce n'était pas de l'apitoiement. C'était l'acknowledgement direct de quelque chose qu'elle avait compris depuis un moment et n'avait pas agi en conséquence. Je suis venu dans cet hôpital pour disparaître, pour cesser d'être la personne qui remarquait des choses et les suivait jusqu'au bout quelles qu'en soient dans les conséquences. » Elle regarda son visage. « Vous avez choisi ce lit, vous avez choisi d'être ici, vous auriez pu partir. » La fréquence cardiaque monta de 3 battements, tinte, redescendit. « Je sais. » Sa voix baissa d'un registre. « Des hommes comme vous ne partent pas. » Elle ajusta sa couverture et se redressa. Harker serait là dans 40 minutes. L'évaluation serait propre, exacte et bloquerait le transfert assez longtemps pour que le mandat atteigne le juge. Pierce était quelque part dans ce bâtiment. Elle avait besoin de savoir exactement où. Elle retourna au poste infirmier et tira le registre d'accès des visiteurs sur le moniteur secondaire,
positionnant son corps de façon à ce que quelqu'un passant verrait une infirmière qui examinait de la documentation routinière. Pierce avait badgé dans le bâtiment à 11h03 ce matin-là. Il n'avait pas badgé à la sortie. Il était encore là. Elle recoupa sa dernière position connue depuis le système de sécurité interne. Les visiteurs étaient bedés suivis par la proximité du badge à chaque porte de contrôle d'accès. Son dernier ping était à 12h47, le sous-sol communication. Il n'y avait rien au sous-sol communication qui ait le moindre rapport avec les soins de l'amiral, mais il y avait autre chose là-bas, la salle de communication sécurisée de l'hôpital, d'où les liaisons fédérales pouvaient accéder à des réseaux gouvernementaux cryptés sans passer par l'infrastructure standard de l'hôpital. Il n'attendait pas. Il ne gérait pas. Il appelait quelqu'un. Et qui qu'il appelait était connecté à quelque chose qu'Avery comprit soudainement ne s'être pas terminé avec l'affaire Kellerman, ne s'être pas terminé avec l'explosion à Calderon et ne s'être pas terminé avec l'amiral dans ce lit. Parce que le nom que Harker n'avait pas dit, la signature d'autorisation au sommet de la chaîne de niveau 4, la seule personne dont le mandat n'était pas encore signé, était quelqu'un qu'elle avait vu auparavant, 3 ans auparavant, dans un dossier qu'on lui avait ordonné de détruire. Elle ne l'avait pas détruit. Et maintenant, elle comprenait pourquoi ça avait toujours allé revenir vers elle. Parce que la personne que Pierce appelait depuis la salle de communication du sous-sol était la même qui avait ordonné la fermeture de son enquête. Et cette personne savait exactement qui Avery Callahan avait été. Le mandat fédéral fut signé à 14h09 de l'après-midi. Avery l'apprit de la façon dont elle avait appris la plupart des choses au cours des 72 dernières heures. Non pas par une notification officielle, non pas par un supérieur, mais par la qualité du silence qui s'établit sur le 4e étage de l'hôpital à l'instant précis où la mécanique judiciaire se mit en mouvement irréversible. L'équipe de sécurité apparut en premier, 4 individus en civil qui se déplacèrent dans le couloir avec la précision tranquille de gens qui avaient fait ça de nombreuses fois et comprenaient que l'urgence et la vitesse n'étaient pas la même chose. Ils se positionnèrent aux jonctions du couloir sans se signaler eux-mêmes et sans établir de contact visuel avec le personnel infirmier. Exactement la façon dont on couvre un point d'extraction quand on ne veut pas que la cible sache que le filet s'est refermé. Le docteur Harker émergea de la chambre de l'amiral à 14h14 et trouva Avery au poste infirmier. « L'évaluation est formellement documentée, dit-il. Présentation du syndrome d'enfermement confirmé. Le blocage du transfert est étendu à 96 heures. Le mandat couvre Pierce et 2 individus supplémentaires. Il fit une pause. Il est toujours dans le bâtiment. Salle de communication du sous-sol, dit Avery. Harker la regarda avec une brève expression qu'elle ne put pas entièrement catégoriser. Quelque chose entre le respect professionnel et quelque chose de plus ancien. Ils sont en train de l'intercepter maintenant. Elle hocha la tête. Elle se retourna vers son poste et se força à continuer à remplir des dossiers, parce qu'il n'y avait rien d'autre pour elle à faire en ce moment, et parce que la discipline de continuer à travailler pendant que tout se résolvait autour d'elle était la chose qu'elle avait toujours su faire le mieux. À 14h31, sa radio craqua une fois avec le bref signal à 2 tons que l'équipe de sécurité utilisait pour indiquer une neutralisation réussie. Malcolm Pierce avait été placé en garde à vue fédérale dans la salle de communication du sous-sol. Il n'avait pas résisté. Selon le bref rapport qui atteignit le chef de service 6 minutes plus tard, il était assis devant le terminal avec un téléphone à la main et l'avait posé sur le bureau avec un calme que l'agent sur place avait décrit comme répété. Le genre de calme qui venait non pas de l'innocence, mais de la décision anticipée de ne rien dire pouvant être utilisée avant qu'un avocat soit présent. Professionnelle jusqu'au bout. Elle n'avait rien attendu de différent. Elle déposa la dernière notation de son service et se leva et s'étira une fois, et pour la première fois en 3 jours, quelque chose dans ses épaules libéra une tension qu'elle n'avait pas consciemment senti porter. Elle alla dans la chambre de l'amiral. La présence de sécurité devant celle-ci s'était allégée de 2 degrés. L'un des agents en civil se tenait près de la porte, mais n'était plus à la posture de pleine vigilance de l'heure précédente. La menace immédiate était contenue. Elle entra et se tint au chevet. C'est fait. Il est en garde à vue. Elle se tint au chevet et laissa la chambre absorber ça. Le moniteur montra les constantes de l'amiral qui tournaient de façon régulière et propre. Sa fréquence cardiaque grimpa de 4 battements, tint pendant un long moment, puis redescendit lentement, de la façon dont la tension se libère d'un corps qui a porté quelque chose d'énorme pendant très longtemps et a finalement reçu la permission de le lâcher. Elle regarda le chiffre se stabiliser.
Elle sentit le poids de tout ce qui s'était passé dans cette chambre au cours des 3 derniers jours se stabiliser avec lui. L'unité commencera la procédure d'extraction demain matin, dit-elle. Ils ont une équipe chirurgicale habilitée pour la récupération de l'implant. Harker supervisera. Elle fit une pause. Tout ce que vous avez porté hors de cette salle de serveur va atteindre les gens à qui c'était destiné. La chambre était immobile. Son index droit s'appuya une fois contre le matelas. Une seule compression propre, non pas le signal mesuré d'un homme communiquant soigneusement. Quelque chose de plus simple que ça. Elle resta au chevet un moment de plus que ce qui était strictement nécessaire. Puis elle dit « Vous ne saviez pas qui j'étais quand ça a commencé. Vous avez répondu à une étrangère parce qu'elle avait remarqué les bonnes choses. » Elle regarda son visage. Ce genre de confiance, je ne m'y attendais pas d'un homme avec toutes les raisons de ne faire confiance à personne dans ce bâtiment. La fréquence cardiaque se déplaça d'un battement. Elle comprit. « De rien, dit-elle. » Elle quitta la chambre. Dans le couloir, Harker attendait. Il lui tendit une enveloppe scellée sans cérémonie. « Du directeur de l'unité, dit-il. Lisez-le quand vous en aurez un moment. » Elle le mit dans la poche de sa blouse. Le reste du service passa dans le rythme sans relief d'un plateau qui revenait à son rythme ordinaire. Constante vérifiée, dossier mis à jour, 2 nouvelles admissions traitées à travers la salle de traumatologie. Grave fit ses rondes avec l'expression contenue d'un homme qui calculait comment se repositionner pour avoir été du mauvais côté de quelque chose de significatif. Elle ne lui facilita ni ne lui complique la chose. Elle fit simplement le travail. À 18h47, elle alla au vestiaire et changea de blouse. Elle s'assit sur le banc et ouvrit l'enveloppe. Une page en tête officielle d'une unité de supervision fédérale à désignation numérique. Elle la remerciait. Elle confirmait que ses observations documentées avaient fourni le fondement probatoire du mandat. Elle notait que son dossier, y compris les circonstances de son départ du NCIS, avait été formellement réévalué. Le dernier paragraphe lui offrait un poste, réintégration formelle, consultante senior en investigation, base classifiée. Elle conserverait ses accréditations d'infirmière comme couverture opérationnelle, travaillant depuis l'intérieur des centres de traumatologie civile adjacents aux installations fédérales et militaires. L'offre n'avait pas de délai. Elle disait simplement « quand vous serez prête ». Elle la lut 2 fois, la replia, la remit dans l'enveloppe. Puis elle se leva, enfila sa veste et sortit dans la soirée. L'air dehors était frais, les lumières du parking souterrain s'allumèrent une à une dans l'obscurité naissante. Elle s'assit dans sa voiture sans mettre le moteur en marche et regarda l'enveloppe sur le siège passager. 3 ans auparavant, elle avait marché à l'écart d'une version d'elle-même qui avait coûté trop pour être maintenue. Elle s'était reconstruite service après service, jusqu'à ce que la personne qui siégeait dans des pièces sans fenêtre ressemble à un souvenir de quelqu'un d'autre. Et puis un amiral des forces spéciales était arrivé sur un brancard, les mains à plat. Elle mit le moteur en marche. Elle se dit qu'elle n'avait pas encore décidé. Son téléphone sonna. Le numéro était celui de Harker. Elle décrocha. Le silence à l'autre bout de la ligne dura exactement 1 seconde de trop. Elle sut avant qu'il ne parle. « Il y avait un second dispositif, » dit Harker. Sa voix portait la qualité spécifique d'un homme qui livrait une information qu'il avait espéré ne jamais avoir à délivrer. Elle se rangea sur le côté de la route. « Dans la salle de communication, dit-il. Pierce n'appelait pas pour recevoir des instructions quand ils l'ont trouvé. » Une pause. Il faisait traîner les choses. Elle comprit immédiatement. « Le terminal, dit-elle. » Il avait déjà envoyé. Harker dit « avant qu'il le rejoigne. » Une transmission cryptée unique. Nous ne connaissons pas la destination. Nous ne connaissons pas le contenu, mais nous savons qu'elle est cette salle impartie au moment précis où le mandat a été exécuté. Elle fixa le pare-brise. Il savait qu'il en avait terminé, dit-elle. Il le savait avant nous. Il s'est assis et a attendu. Et au moment où le filet s'est refermé, il a envoyé. La voix de Harker se déplaça sous sa surface égale. Avery, l'équipe de garde est entrée dans la chambre de l'amiral 8 minutes après. Elle se figea complètement. « Il est parti, » dit Harker. Le mot tomba avec le poids physique plat de quelque chose qui ne pouvait pas être repris. Pas transféré, pas géré hors de la chambre à travers un couloir fédéral. « Parti. Le dispositif dans son corps, » dit-elle. Sa voix resta contrôlée par un effort qu'elle ne penserait qu'un moment, bien plus tard. « Les données intactes, » dit Harker. « L'équipe chirurgicale est en cours de mobilisation maintenant. Nous allons le récupérer. » Une pause. Mais Avery, la transmission que Pierce a envoyée. Nous ne savons pas qui l'a reçue.
Nous ne savons pas ce qu'ils savent maintenant, et nous ne savons pas combien de personnes au-dessus de Pierce dans la chaîne de niveau 4 sont encore en position. » Elle regarda l'enveloppe. 3 ans de tranquillité. 3 jours qui avaient en tout défait. Et maintenant, un amiral mort, une transmission non tracée, et quelque part au-delà du bord de ce qu'elle comprenait actuellement, un nom au sommet d'une chaîne que le mandat n'avait pas encore atteint. Un nom qu'elle avait vu une fois dans un dossier qu'on lui avait ordonné de détruire. Un nom qui savait maintenant, à travers ce que Pierce avait envoyé dans ces dernières secondes, qu'Avery Callahan n'était plus une infirmière qui avait choisi de disparaître. Elle était de nouveau opérationnelle, qu'elle ait décidé de l'être ou non. « J'ai besoin de l'horodatage, de la transmission. » Elle dit « Je vous l'enverrai dans les 10 prochaines minutes, » dit Harker. « Et le rapport de l'installation de Calderon, dit-elle. La version complète. Pas la copie qui a été transmise à l'hôpital. » Une pause. « Vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on a manqué ? » « Je pense que Pierce s'est assis dans cette pièce et a attendu, dit-elle. Il ne paniquait pas. Il n'improvisait pas. Il avait une contingence construite avant même que le mandat n'existe. Elle regarda la route devant elle. Des hommes comme lui ne construisent point pas une seule couche. Ils en construisent en soi 2. Harker fut silencieux un moment. Le poste dans la lettre, dit-il. L'offre. Envoyez-moi l'horodatage, dit-elle. Elle raccrocha. Elle resta là, les 2 mains sur le volant, moteur en marche, la route sombre et vide devant elle. L'amiral avait fait confiance à une étrangère pour voir les bonnes choses et tenir la ligne assez longtemps pour que l'aide arrive. Il avait eu raison de lui faire confiance et ça n'avait pas suffi. C'était la partie qu'elle ne s'était pas laissée envisager au cours de 3 jours d'observation soigneuse, de documentation précise et d'action mesurée. Que faire la bonne chose avec pleine compétence et courage genuin pouvait encore se terminer par un homme mort et une transmission cryptée disparaissant dans une chaîne de commandement pour laquelle elle n'avait pas encore la carte. Elle avait passé 3 ans à essayer de vivre dans l'espace entre un passé qu'elle ne pouvait pas changer et un avenir qui ne lui avait pas encore rien demandé. Cet espace venait de se fermer. Elle prit l'enveloppe et la tint un moment sans la rouvrir. Puis elle mit la voiture en marche. Elle ne savait pas encore ce que la transmission contenait. Elle ne savait pas qui l'avait reçue, elle ne savait pas quel nom était assis au sommet de la chaîne de niveau 4, attendant derrière l'isolation de l'autorité classifiée et la protection institutionnelle, certain que la mort d'un amiral et la neutralisation d'une infirmière encombrante suffisaient à maintenir la structure intacte. Mais elle avait un horodatage qui arrivait, elle avait un rapport d'installation complet, et elle avait un dossier qu'on lui avait ordonné de détruire 3 ans auparavant, qu'elle avait gardé dans un endroit que personne de ce bureau n'avait jamais se trouvé. Les lumières de la ville apparurent à l'horizon. Quelque part derrière elle, dans une chambre d'hôpital au 4e étage du Breakwood Trauma Center, un homme qui avait choisi de porter la vérité à l'intérieur de son propre corps était en train d'être préparé pour une procédure qui la laisserait enfin sortir. Il avait fait sa part. Elle n'en avait pas encore fini avec la sienne. La route était vide et la nuit était silencieuse, et Avery Callahan roulait vers elle, les 2 mains fermes sur le volant, avec l'expression particulière d'une femme qui avait passé 3 ans à essayer d'oublier ce qu'elle était. Elle s'en souvenait maintenant. Et qui que ce soit qui avait reçu cette transmission était sur le point de découvrir exactement ce que ça signifiait. Si cette histoire vous a touché quelque part de réel, si le courage tranquille d'Avery, ces 3 ans de silence, et cette décision qui a tout changé vous accompagne encore après le dernier mot. Appuyez sur j'aime maintenant et dites-nous que vous étiez là. Laissez un commentaire depuis quel coin du monde vous nous écoutez ce soir. Parce que ces histoires, ça voyage de bien plus loin qu'on ne l'imagine jamais, et chaque commentaire nous rappelle pourquoi on continue de les raconter. Si c'est votre première fois avec nous, bienvenue. Vous nous avez trouvés exactement au bon moment. Abonnez-vous à Secrets of Silent Badges et restez proches. Parce que les gens qui portent les vérités les plus lourdes s'annoncent rarement. Ils arrivent chez nous pour le service de nuit. Ils remarquent ce que personne d'autre ne cherche. Ils prennent la décision qui coûte tout, et ils la prennent quand même. Et quelque part en ce moment, un autre badge silencieux attend d'être